Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Quand on fait une faute de quart dans le premier virage au début d'un mur, on a beau faire, on a beau dire, on ne se rattrape jamais. Et c'est exactement ce qui vous arrive depuis le début du quinquennat de François Hollande pour le chantier de la réforme territoriale comme pour tous les autres chantiers qui concernent l'avenir de la nation. Bien sûr, on ne chute pas toujours, du moins pas tout de suite, mais on ne rattrape jamais le retard et pendant ce temps-là, c'est la France qui perd du temps. Pourtant, si vous n'aviez pas été aveuglé par l'idéologie, la réforme territoriale serait en œuvre depuis mars 2014. Et toute cette énergie gaspillée, dilapidée depuis 3 ans aurait pu être employée à lutter contre le chômage. Les investissements locaux ne seraient pas à l'arrêt et les fonctionnaires territoriaux ne seraient pas inquiets de l'avenir de leur mission. Vous avez en effet commis la funeste erreur, dès juillet 2012, de vouloir abroger la loi du 16 décembre 2010, adoptée sous la législature précédente, comme s'il n'y avait pas plus urgent à faire. Et pourquoi donc cet empressement? D'abord, par idéologie. François Hollande, ayant été élu avec pour seul programme un anti-sarkozysme caricatural, et puisque l'on passait de l'obscurité à la lumière, pour reprendre la célèbre expression de Jack Lang, il fallait tout abroger en bloc. Ensuite, par un esprit de défense corporatiste. C'est une époque où le Parti socialiste, avec quelques alliés de rencontre, administrait la quasi-totalité des collectivités territoriales. Il fallait surtout ne rien changer et surtout ne pas diminuer le nombre d'élus, car le parti était devenu en gros un syndicat d'élus locaux, ultime adjuvant d'autres corporatismes. Pourtant, cette loi du 16 décembre 2010, et beaucoup de ses contempteurs d'alors le reconnaissent aujourd'hui, avait de grands mérites. Elle réorganisait les collectivités autour de 2 pôles, le pôle commune-intercommunalité et le pôle département-région. Elle achevait la carte de l'intercommunalité, elle créait les métropoles, elle permettait aux collectivités territoriales de fusionner et elle créait surtout le conseiller territorial qui aurait siégé à la fois au département et à la région. Le nombre des élus territoriaux aurait été réduit de moitié et les compétences naturellement reclassées entre l'échelon régional et départemental en faisant confiance aux élus territoriaux et en adaptant les solutions selon les régions pour sortir du jacobinisme décentralisé. Parce que votre seule ambition pour les collectivités s'est résumée à l'abrogation de la loi de 2010 et au maintien de vos acquis politiques, vous naviguez à vue. C'est d'abord la réforme du mode de scrutin pour les élections départementales qui vous a mobilisé, comme si la priorité n'était pas d'abord économique et sociale. Monsieur Valls, alors ministre de l'Intérieur, a redécoupé la France avec gourmandise et a inventé un nouveau mode de scrutin binominal que le monde entier nous envie, comme s'il n'y avait pas d'autres urgences. Mais ceci n'était que le prologue au milieu de tant de tâtonnements, notamment pour fixer la date des scrutins. C'est ainsi que l'on prolongea d'1 an le mandat des conseillers départementaux et régionaux, conséquence de toutes ces irrésolutions, et que, au surplus, le gouvernement fut finalement contraint de faire voter une prolongation complémentaire de 9 mois pour les conseillers régionaux, comprenne qui pourra, et surtout pas les électeurs. Puis, la lumière vint. Après la déroute aux élections municipales, il y aura bientôt 1 an, il fallait que le nouveau Premier ministre endossât l'uniforme du réformateur. Quelle réforme facile, communicante, pour frapper les esprits et éviter ainsi de s'attaquer aux vraies réformes dont notre pays n'en finit plus d'avoir besoin. La réforme de l'éducation, l'enlisement des rythmes scolaires ne laissait présager rien de bon. Il fallait mieux passer son chemin contre toutes les promesses électorales. La réforme fiscale, les ménages et les entreprises sont à genoux,
après le matraquage fiscal qu'ils subissent depuis 2012. Il fallait donc éviter de céder à la provocation et tenter de se faire oublier. La réforme du marché du travail, indispensable, dit-on, hors du champ des caméras, impensable, nous dit un ministre éminent qui pousse la désinvolture à dire qu'il suffit d'imprimer le Code du travail en caractère plus petit. La réforme de la sécurité intérieure, terrain trop glissant pour cette majorité et qui nuirait à la solidarité gouvernementale. Il fallait donc, mes chers collègues, trouver une réforme que l'on croyait facile, qui aurait marqué l'opinion. Une bonne réforme, vous dis-je, qui permet de prendre la pause avec un mouvement du menton. Le verdict tomba le 8 avril de l'année dernière, du haut de cette tribune, pendant le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. La solution miracle était trouvée, il fallait diviser par 2 le nombre de régions et il fallait supprimer le département. Le nombre des régions vient effectivement d'être diminué de moitié. Et d'ailleurs, il n'y a pas de quoi se vanter, car cette lubie technocratique parée des prétendus attraits d'une modernité de la grande région européenne ne résiste pas à l'examen. Et aller demander, notamment aux Alsaciens, aux Bretons, aux Picards, aux Nordistes et à bien d'autres, ce qu'ils en pensent. Ils n'ont même pas été consultés. Mais la loi est la loi et elle sera appliquée et il n'est pas besoin d'être grand clerc pour prédire de rudes désillusions. Nous allons maintenant, enfin, mes chers collègues, par la présente loi, aborder la question de l'avenir du département. Mais, hélas, nous allons l'aborder tout de biais, sans réponse claire aux questions que les Français se posent, car depuis le discours du Premier ministre et sa mâle déclaration sur le dossier départemental, le gouvernement marche en crabe, finaude et, pour tout dire, enfume les Français qui sont convoqués aux urnes les 22 et 29 mars prochains, sans savoir quel sera l'avenir du département, ni ses compétences, ni, cher Gilles Carrez, le cadre budgétaire et fiscal. Il faut donc brièvement revenir sur les étapes de cette marche en crabe du gouvernement depuis 1 an. Première étape, à peine redescendu de la tribune de notre Assemblée, un conseiller juridique qui s'était réveillé tardivement a dû murmurer à l'oreille du Premier ministre qu'il n'était pas possible de supprimer le département sans réviser la Constitution. Pas question de réunir le Congrès, ni d'organiser un référendum. Il fallait donc trouver une astuce, une martingale, comme les joueurs de cartes professionnels. Deuxième étape, c'est le projet de loi adopté en Conseil des ministres le 18 juin 2014. Comme on ne peut pas supprimer le département sans réviser la Constitution, on procède donc à son évaporation, à son éviscération plutôt, en lui retirant au 1er janvier 2017 toutes ses compétences non sociales. Dans un deuxième temps, à l'horizon 2020-2021, les compétences sociales seront transférées à l'État, aux caisses d'allocation familiale, aux agences régionales de santé, sans doute, sans autre précision à ce stade. Pour satisfaire le juriste, il n'est plus question, soi-disant, de supprimer le département, mais nuance, de supprimer le conseil départemental. Troisième étape, il y a des élections. En France, d'ailleurs, il y a toujours des élections. Cette année-là, c'est-à-dire l'année dernière, à l'automne, elles furent sénatoriales, ces élections, c'est-à-dire bigrement départementales. Les édiles socialistes commencent alors à être inquiets devant tant d'audace. Ils font donc dire au Premier ministre, pour sauver les meubles, que les départements seront classés en 3 catégories. Là où il y a métropole, ils disparaissent. Là où il y a des intercommunalités fortes, elles reprennent leurs compétences. Là où nous sommes en zone rurale, on les maintiendrait avec des compétences simplifiées. Le problème, mes chers collègues, c'est que cette litanie répétée à l'envi n'a jamais été explicitée. Et pour cause, car le diable se niche dans les détails, c'est bien connu, qui d'ailleurs n'en sont pas. Car un certain nombre de questions se posent. La première, quand l'on parle de métropole, s'agit-il seulement de métropole au sens de la loi? Et que deviennent les territoires hors de l'aire métropolitaine? Quelle est la définition d'un département rural? Quelle en est la liste? On n'a jamais su. Que signifie compétences simplifiées? S'agit-il
du maintien des seules compétences sociales avant extinction des feux ou d'autres choses. C'est pourquoi nous attendions avec impatience, et je dirais même gourmandise, l'examen de cette loi pour qu'enfin le gouvernement dise aux Français ce qu'il veut faire des départements, car le temps presse. Le premier tour des élections départementales est dans 5 semaines. Au Sénat, aucune précision d'envergure n'a été apportée. La majorité sénatoriale, bien inspirée, a modifié le texte par des mesures de bon sens, notamment en modifiant le seuil de l'intercommunalité établi à 20 000 habitants, en modifiant les compétences obligatoires des intercommunalités et en maintenant la voirie comme compétence de proximité pour le département maintenu là où il le serait à titre transitoire. Les ministres, au Sénat, ont même conclu que l'œuvre sénatoriale était utile. Mais depuis que le texte est soumis à notre Assemblée, le texte initial du gouvernement a quasiment été rétabli, soit par amendement du gouvernement, soit par amendement du rapporteur soutenu par la majorité. La seule novation concerne en fait le reniement du gouvernement sur les statuts et le fonctionnement de la métropole du Grand Paris, telle qu'elle a été votée en janvier dernier. Ici encore, le gouvernement se voit forcé par les circonstances et les actions menées de conserve par les élus franciliens de tous bords de changer son cap, comme vient de le dire Gilles Carrez. Nous sommes donc dans des sables mouvants. Aucune réponse précise aux questions que se posent les Français. Seulement des attitudes dilatoires, des déclarations contradictoires ou des engagements ministériels démentis par les dispositions adoptées. Cette irrésolution, mes chers collègues, a une cause profonde, l'absence de cap clair du gouvernement. Mais il y a aussi une cause immédiate, la proximité des élections départementales. Il faut le plus longtemps possible noyer le poisson et rester dans l'ambiguïté pour passer le cap des élections. Sur le fond, c'est la tactique bien connue de la chauve-souris, chère à Jean de La Fontaine. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Aux régionalistes, vous dites que le département va disparaître. Aux départementalistes, vous concédez que le département va rester peut-être, mais on verra. Sur la méthode, vous essayez de singer Edgar Faure avec le talent en moins quand il disait « Mes chers collègues, quand un problème est compliqué et que je suis en difficulté, zembrouille, zembrouille, zembrouille. » Mais, mes chers collègues, il n'est pas drôle d'embrouiller les électeurs. Il n'est pas dans notre tradition républicaine de les convoquer sans savoir pourquoi ils vont voter. Mais il n'est pas digne de rester dans le flou. Comme l'a dit Martine Aubry, que vous connaissez bien, Madame la Ministre, quand c'est flou, il y a un loup. Et c'est pourquoi, mes chers collègues, pour dissiper le flou et conjurer le loup, je vous invite à adopter cette motion de rejet préalable. D'abord, pour des raisons qui tiennent à la clarté du débat démocratique. La première lecture au Sénat et cette première lecture à l'Assemblée, de l'aveu même du ministre, ne servent à rien, puisque le gouvernement et la majorité avec lui préciseront leurs intentions réelles après les élections départementales. Les parlementaires et les Français avec eux sont donc promenés dans des débats dilatoires qui décrédibilisent encore davantage la parole et l'action publique. Et ensuite, bien sûr, les bonnes âmes pleureront devant le lait renversé, la montée de l'abstention et des votes extrêmes, qui d'ailleurs ne font plus qu'un. Ensuite, parce que nous n'avons aucune indication du soubassement budgétaire et fiscal de cette réforme. Je voudrais rappeler ici que l'impact budgétaire des transferts de compétences s'élève, selon les configurations retenues, entre 30 et 37 milliards d'euros sur les 74 millions des budgets des départements. Comment ce tour de passe-passe sera-t-il financé? Par des baisses de compensation? Par des transferts de fiscalité? Dans ce cas, comment feront les départements résiduels et transitoires pour financer les dépenses pour les personnes âgées et handicapées et les autres dépenses sociales?
La troisième raison est que le texte issu des travaux en commission est très insatisfaisant. Je prendrai un seul exemple. Où est la logique de maintenir les collèges à l'échelon départemental alors que les lycées demeurent à l'échelon régional et de transférer les routes, services de proximité par excellence, à la région? Que signifie au juste cette compétence de solidarité territoriale que l'on vient d'inventer à la hâte pour les départements résiduels et transitoires? Cette loi n'est ni faite ni à faire, chacun le sait bien ici, même si la parole publique de beaucoup de nos collègues de la majorité est bridée par la solidarité majoritaire, ce que nous pouvons d'ailleurs comprendre. Cette loi n'est ni faite ni à faire, d'abord parce que son dessein initial est construit sur de mauvais fondements. Il y a un paradoxe à agrandir les régions et supprimer l'échelon de proximité territoriale et de péréquation qu'est le département. C'est méconnaître l'exigence de proximité de nos compatriotes que de supprimer à terme des élus qui émanent du terrain, qui connaissent et sont connus dans leur canton, au profit d'élus désignés par les appareils des partis politiques dans le cadre de la proportionnelle. C'est une régression historique que de tourner la page décentralisatrice pourtant décidée par François Mitterrand en 82 pour lui préférer une recentralisation au profit des technocraties régionales tellement éloignées du terrain. Mais au fil des accommodements et des louvoiements politiciens, votre projet est devenu totalement illisible. On ne sait quoi croire, ni qui croire, pour faire quoi. Ce qui est vrai un jour ne l'est plus le lendemain. Sur la fameuse clause générale de compétence, on ne sait plus où on en est. On l'a rétablie dans un grand mouvement du menton, comme si on venait de passer sur le pont d'Arcole et que l'on triomphait enfin de l'infâme. Puis on la supprime, l'air de rien, enfin pas vraiment, peut-être quand même, allez savoir. C'est pourquoi, mes chers collègues, la position de bon sens est d'adopter cette motion de rejet préalable. Non pas pour éluder toute réforme, mais très vite, après son adoption, rebâtir ensemble une réforme simple, lisible et économe des deniers publics. Depuis des années, et bien avant le 11 janvier, il y a dans notre pays une aspiration à l'union nationale pour sortir dans le mauvais pas dans lequel nous sommes. Il y a 3 ans, nous étions un certain nombre à avoir déjà proposé un Conseil national de la reconstruction. Mais l'union nationale, sur ce dossier, comme sur les autres, je pense bien sûr à la loi Macron, cela ne consiste pas à ce que l'opposition approuve sans ciller les projets du gouvernement. L'union nationale, c'est de construire ensemble des projets d'avenir. J'ai donc une proposition à vous faire, Madame la Ministre, simple et rapide, et qui pourrait être très rapidement adoptée par nos deux assemblées après l'adoption de cette motion de rejet. Notre apport et votre concession serait le retour au conseiller territorial dans des cantons moins nombreux, redécoupés dans le cadre d'une moyenne régionale et en tenant compte des secteurs à faible densité démographique et des territoires ruraux et de montagne. Votre apport, Madame la Ministre, votre apport et notre concession serait le maintien du scrutin binominal de façon à pérenniser cette toute nouvelle parité. Et enfin, le législateur ferait confiance aux nouveaux élus territoriaux pour décider quel est le bon niveau d'exercice départemental ou régional des compétences, qui pourrait être d'ailleurs différent d'une région à l'autre. Pour toutes ces raisons, et compte tenu de cette proposition constructive qui, nous semble-t-il, au groupe UMP ferait avancer le débat, je vous demande, mes collègues, d'adopter cette motion de rejet préalable.